Le 20 août 1977, la mission spatiale la plus ambitieuse de l'histoire a décollé de la Terre. L'objectif principal de Voyager 2 était d'étudier de près le système solaire externe. Cela a été rendu possible par un alignement rare de planètes. Voyager 2 était censé étudier toutes les géantes gazeuses du système solaire, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Les astronomes espéraient aussi qu'elle serait capable de trouver et d'explorer le bord du système solaire. Comme Voyager 2 a été construite pour les voyages interstellaires, la sonde a été équipée d'une grande antenne de 4 mètres de large, permettant à la sonde d'envoyer vers la Terre les données qu'elle recueillait. Pendant son voyage, la sonde spatiale a découvert une 14e lune de Jupiter. Voyager 2 est le seul vaisseau spatial à avoir étudié les 4 planètes géantes de près. C'est aussi le premier objet fabriqué par l'homme à être passé devant Uranus, où il a découvert 2 nouveaux anneaux et 10 nouvelles lunes. Voyager 2 a aussi survolé Neptune et a détecté sa grande tache noire. Il s'agit d'une tempête tournoyante colossale dans l'hémisphère sud de la planète. La tempête a la taille de la Terre et se déplace à une vitesse de 2400 km/h. Ces vents sont les plus forts jamais enregistrés sur une planète du système solaire. Dans l'histoire de l'exploration spatiale, seuls 5 vaisseaux ont réussi à quitter l'attraction gravitationnelle du système solaire. Il s'agit de Pioneer 10 et 11, Voyager 1 et 2 et New Horizons. Les humains lancent des milliers d'objets dans l'espace. Ces objets surmontent facilement la gravité de la Terre, mais le Soleil est environ 300 000 fois plus massif que notre planète. C'est pourquoi son attraction gravitationnelle est bien plus difficile à combattre. Plus impressionnante encore, Voyager 2 est le 2e objet fabriqué par l'homme dans l'histoire à avoir atteint l'espace entre les étoiles après avoir traversé l'héliosphère. C'est une bulle de champ magnétique et de particules produite par le Soleil et qui protège le système solaire. 2 ans après son lancement, Voyager 2 a commencé à transmettre les premières images de Jupiter. La sonde spatiale a fourni aux scientifiques des informations indispensables sur Io et Europe, 2 des plus grandes lunes de Jupiter. Puis la mission spatiale est passée à côté de la géante gazeuse elle-même. La distance entre le vaisseau spatial et la planète était d'environ 650 000 km. C'est alors que la sonde a remarqué des changements dans la forme et la couleur de la grande tache rouge. Il s'agit d'un énorme système de tempêtes à longue durée de vie, comme un ouragan sur Terre, mais beaucoup plus grand. 2 ans plus tard, Voyager 2 a atteint Saturne. Elle a découvert des rayons et des irrégularités dans certains des anneaux de la planète. Alors que la sonde volait derrière et au-delà de la géante gazeuse, elle a traversé le plan des anneaux de Saturne. À ce moment-là, la vitesse de Voyager était d'environ 13 km/s. Pendant plusieurs minutes, la sonde a été frappée par des milliers de grains de poussière de la taille d'1 micron. Cela n'a cessé de modifier la direction de la sonde et ses jets de contrôle ont dû se déclencher plusieurs fois pour stabiliser l'engin. Après avoir exploré Uranus et Neptune, Voyager 2 s'est ensuite dirigé hors du système solaire. Ces instruments ont été mis en mode faible puissance pour économiser de l'énergie. En août 2007, la sonde a passé le choc terminal. C'est la frontière qui marque la limite extérieure de l'influence du Soleil. Là, le vent solaire faiblit. À l'été 2013, la sonde a atteint l'espace interstellaire. Quand il s'agit d'envoyer et de recevoir des signaux dans l'espace, il y a 3 facteurs à garder à l'esprit. La distance, la puissance et le temps. Plus un vaisseau spatial est éloigné, plus un signal doit parcourir de distance avant de l'atteindre. Et plus il faut de temps à ce signal pour rattraper le vaisseau spatial. Et quand il y arrive enfin, il est extrêmement faible. Un autre problème est qu'une fois que le vaisseau spatial est lancé, il ne peut pas être rénové. Il est coincé avec la technologie dont il a été équipé à son décollage. De plus, les sondes spatiales comme Voyager 2 sont alimentées par du carburant radioactif. Lorsque le matériau spécial se désintègre par radioactivité, il dégage de la chaleur, laquelle est convertie en électricité. Malheureusement, plus le matériau se désintègre, moins le vaisseau spatial a de puissance pour recevoir et transmettre des signaux radio. Malgré ce problème, nous n'avons pas encore perdu la connexion avec Voyager 1 et 2. C'est parce que de nouvelles technologies plus puissantes apparaissent sur Terre. Les signaux que l'on envoie peuvent aller beaucoup plus loin qu'avant. C'est pourquoi il a été possible de rester en contact avec Voyager 2, qui est entré dans l'espace interstellaire en 2018 et qui s'est déjà éloigné de la Terre de près de 19 milliards de kilomètres. Mais en mars 2020, la pièce principale de l'équipement qui permettait aux scientifiques d'échanger des signaux avec le vaisseau spatial s'est éteinte.
Après l'arrêt des communications avec la sonde, la NASA a passé environ 11 mois à mettre à niveau son Deep Space Network et à installer un nouveau matériel. Le DSN est un réseau international d'énormes antennes radio qui aide les astronomes sur Terre à communiquer avec les missions interplanétaires. Ces antennes sont situées en Californie, à Madrid et à Canberra. Celle utilisée pour garder le contact avec Voyager 2 est une antenne de 70 mètres de large à Canberra. C'est le seul équipement capable d'envoyer des directives qui peuvent atteindre la sonde. Cette antenne, connue sous le nom de DSS-43, a commencé à fonctionner en 1972, 5 ans avant les lancements de Voyager 1 et 2. À l'époque, elle ne mesurait que 64 mètres de diamètre. Depuis, l'antenne a subi de nombreuses réparations et améliorations. Mais ces 11 mois ont été les plus longs pendant lesquels l'antenne aura été hors ligne. En octobre 2020, l'antenne était enfin prête pour un essai après toutes les remises à niveau et autres réparations. Les opérateurs de la mission ont envoyé une série de commandes à Voyager 2. Et après plusieurs mois de silence radio, la sonde a renvoyé le signal. La sonde a confirmé qu'elle avait entendu l'appel. Ensuite, le vaisseau spatial a exécuté les commandes. Pendant que l'antenne était hors ligne, les opérateurs de la mission pouvaient effectivement recevoir des données scientifiques et des nouvelles de l'état de Voyager 2. Les astronomes ont continué à recevoir des données de l'espace interstellaire, la région située à l'extérieur de l'héliosphère du Soleil. Mais ils ne pouvaient pas envoyer de commandes à la sonde, car elle était trop éloignée de la Terre. L'antenne améliorée a été équipée de 2 nouveaux émetteurs radio, et cela a été fait juste à temps. L'un des émetteurs, qui était utilisé pour communiquer avec Voyager 2, n'avait pas été remplacé depuis presque 50 ans. L'antenne a aussi reçu de nouveaux équipements de refroidissement et de chauffage et d'autres éléments électroniques nécessaires pour supporter les émetteurs avancés. Une chose curieuse à propos du Deep Space Network est que ces antennes radio sont positionnées de manière très précise. Elles sont espacées de manière égale autour du globe. De cette façon, presque tous les vaisseaux spatiaux peuvent rester en contact avec au moins une installation à tout moment. Mais Voyager 2 est une exception. En 1989, elle a effectué un survol rapproché de Triton, la lune de Neptune. C'était la seule rencontre rapprochée que l'on ait eue avec la 8e planète du système solaire et sa lune. À propos, Triton est le plus grand objet connu qui serait né dans la ceinture de Kuiper. C'est un anneau en forme de beignet autour du Soleil, rempli d'objets glacés. Voyager 2 a découvert le système d'anneaux de Neptune et ses minuscules lunes intérieures. La sonde a aussi recueilli beaucoup d'informations étonnantes sur Triton. Par exemple, il est apparu clairement que la Lune était couverte de cryovolcans. Au lieu de cracher de la roche en fusion, ces volcans crachent de la glace composée d'eau, d'ammoniac et de méthane. Lorsque la sonde spatiale New Horizons est passée devant Pluton plus de 25 ans plus tard, elle a découvert le même phénomène sur la planète naine. Quoi qu'il en soit, pour faire ce détour, Voyager 2 a dû passer au-dessus du pôle nord de la géante de glace. Mais cela a modifié la trajectoire de la sonde, la faisant dévier vers le sud par rapport au plan des planètes. Depuis, Voyager 2 se déplace dans cette direction. Et maintenant, la sonde est si loin qu'elle est hors de portée des antennes radio de l'hémisphère nord, celles de Madrid et de Californie. Cela fait de DSS-43, qui se trouve dans l'hémisphère sud, la seule antenne suffisamment puissante et diffusant juste la bonne fréquence pour envoyer des commandes à Voyager 2. Voyager 1, la jumelle de la sonde, qui voyage plus vite, n'a quant à elle pas modifié sa trajectoire. Après être passée devant Saturne, elle a pris un chemin différent. C'est pourquoi aujourd'hui, elle peut facilement communiquer avec les 2 installations de l'hémisphère nord. La mise à niveau dont a bénéficié le complexe de Canberra peut aussi profiter à d'autres missions spatiales, comme par exemple le rover martien Perseverance qui a atterri sur la planète rouge le 18 février 2021. L'antenne sera également cruciale pour l'exploration d'autres planètes et de la Lune. Toutes les planètes du système solaire s'alignent lentement. Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne et Neptune sont sur le point de former une ligne droite. Cet événement qu'on appelle une parade de planètes se produit une fois tous les 176 ans. La dernière fois que cela s'est produit, c'était il y a près de 40 ans. C'était une chance unique d'explorer toutes ces planètes d'un coup. Le 20 août 1977, des milliers de personnes se sont rassemblées devant le centre spatial Kennedy de la NASA pour assister au lancement de la mission spatiale la plus lointaine et ambitieuse de l'histoire. 5, 4, 3, 2, 1, allumage. La fusée Titan a décollé de la Terre et quitté l'atmosphère.
Une fois dans l'espace, elle a lancé la sonde Voyager 2, qui a commencé son voyage. Cette sonde mesurait environ 50 cm de haut pour 1,80 m de long et était équipée d'une antenne parabolique de 3,70 m de diamètre. La plupart des équipements scientifiques étaient montés sur une perche qui s'étendait à 2,50 m vers l'extérieur. Le 5 septembre 1977, Voyager 1, une sonde identique, a quitté notre planète. Elle nous a envoyé des photos de la Terre et de la Lune. Elle a rapidement dépassé Voyager 2, lancée 2 semaines plus tôt. C'est pourquoi la deuxième sonde portait le numéro 1. Et c'est ainsi qu'a commencé son voyage dans le néant. Le 5 mars 1979, à environ 4 fois la distance entre la Terre et le Soleil, Voyager 1 s'est approchée de Jupiter, prête à l'analyser à l'aide d'une douzaine de gadgets, dont un système de caméras comprenant différents objectifs. Elle pouvait ainsi prendre des photos de la planète avec la caméra grand angle ainsi que des gros plans de certains endroits spécifiques, de la géante gazeuse et de ses satellites. La sonde disposait également d'un équipement capable de déterminer la composition atmosphérique, le poids et les champs gravitationnels des planètes qu'elle rencontrait. Des spectromètres à infrarouge et ultraviolet pouvaient mesurer les radiations et températures invisibles à l'œil humain. Divers capteurs analysaient les rayons cosmiques. Voyager 1 a ainsi découvert des volcans en dehors de la Terre. Il se trouvait sur le satellite de Jupiter, Io, qui possède des dizaines de volcans actifs, crachant constamment de la lave. Puis la sonde a pointé ses caméras sur la grande tache rouge. On a ainsi appris qu'il s'agissait d'une tempête géante ressemblant à un cyclone qui ne s'est jamais arrêté depuis le début des observations de Jupiter. C'est aussi la première fois que des éclairs étaient détectés en dehors de notre planète. Voyager 1 a aussi remarqué que Io agissait comme un générateur électrique pour Jupiter. Des ions, qui sont des particules chargées, volaient constamment vers la géante gazeuse, formant un courant électrique de 5 millions d'ampères. Voyager 1 continua ensuite son voyage. 5 mois plus tard, Voyager 2 s'est aussi approché de Jupiter. Cette planète a des anneaux autour d'elle, mais différents de ceux de Saturne. Quand les satellites rocheux de Jupiter sont entrés en collision, ils ont formé de petits débris qui se sont progressivement transformés en fine poussière. Puis Voyager 2 s'est approché d'Europe. Cette lune est recouverte d'une croûte de glace protégeant un océan liquide qui pourrait héberger la vie. Voyager 2 a été la première à photographier les fissures dans cette croûte de glace. En volant près de Io, Voyager 2 a découvert que 6 volcans de sa surface étaient encore en éruption. Cela signifie que les périodes d'activité de ces volcans pouvaient durer plusieurs mois. Les 2 sondes spatiales ont fait plusieurs fois le tour de Jupiter, puis elles se sont enfoncées plus loin dans l'espace. Une telle manœuvre gravitationnelle leur permettait de gagner en vitesse et d'économiser du carburant. Le 9 novembre 1980, Voyager 1 avait déjà parcouru 8 fois la distance Terre-Soleil. Elle arriva vers Saturne et découvrit 3 nouveaux satellites de la géante gazeuse, Atlas, Prométhée et Pandore. Cela prouva la théorie selon laquelle ces satellites étaient des lunes maintenant les anneaux de Saturne alignés. Il s'est aussi avéré que, contrairement à Jupiter, ces anneaux contenaient aussi de la glace. Voyager 1 a observé Titan, le plus grand satellite de Saturne. Il est 50% plus grand que notre Lune et a même une atmosphère. C'est le seul endroit du système solaire à part la Terre où la présence d'eau liquide ait été prouvée. C'est pourquoi les scientifiques ne nient pas la possibilité de vie là-bas. Voyager 1 a ensuite quitté l'orbite de Saturne, mais en prenant cette fois de la hauteur par rapport à l'alignement des planètes. Presque un an plus tard, Voyager 2 est arrivé et a survolé plusieurs satellites glacés de Saturne. On pense qu'il y a longtemps, ces lunes sont entrées en collision et ont projeté d'énormes morceaux de glace et de roches dans l'espace. En orbitant autour de Saturne, ces débris se sont lentement transformés en poussière composée de glace et de roches, donnant ainsi naissance aux fameux anneaux de Saturne. Voyager 2 est ensuite partie vers sa prochaine cible, située à 17 fois la distance Terre-Soleil, où elle arriva 5 ans plus tard. Pour la toute première fois, un objet fabriqué par l'homme s'approcha d'Uranus. Voyager 2 y a découvert 11 nouvelles lunes. Elle a aussi découvert qu'Uranus était la planète la plus froide du système solaire. Sa température est de moins 213 degrés Celsius. C'est 4 fois plus froid que la température du pôle Sud. À ce moment, la Deep Space Network était testée pour la première fois sur Terre.
Il s'agit d'un réseau de radiotélescopes répartis sur toute la planète qui visent certains points du ciel pour établir une communication avec des objets extrêmement éloignés. Ces télescopes ont reçu avec succès les signaux de Voyager 1 et Voyager 2. Le 25 août 1989, Voyager 2 avait déjà parcouru 23 fois la distance Terre-Soleil pour arriver à Neptune. C'était la première fois que l'on recevait des images de cette planète bleue d'aussi près. La sonde y a découvert 6 nouvelles lunes et a également pris les premières photos des anneaux de Neptune. Les ingénieurs ont ensuite coupé les caméras de la sonde afin d'économiser de l'énergie pour son ordinateur principal et les instruments mesurant les vents solaires et interstellaires. Voyager 2 a ensuite quitté Neptune pour se diriger vers l'espace lointain, là où elle n'avait plus besoin de caméras. Quelques mois plus tard, Voyager 1 a envoyé sa dernière photo à la Terre. C'est un portrait de famille de notre système solaire tout entier. Chaque point pâle montre une planète. On reconnaît à peine la Terre. Sa caméra a ensuite été coupée pour économiser de l'énergie. C'était le début de la mission interstellaire de Voyager 1. Pendant 15 ans, la sonde a volé aux confins du système solaire. Le 16 décembre 2004, elle a traversé le choc terminal. C'est là que le vent solaire ralentit soudainement et se réchauffe après être entré en collision avec le vent interstellaire. Voyager 1 a réussi à endurer cette épreuve et a poursuivi son aventure. En 2007, Voyager 2 a traversé la même frontière. À ce moment, ses capteurs ont enregistré une température d'environ 130 degrés. Mais la sonde a réussi à y résister et a poursuivi son voyage dans le cosmos. Les 2 sondes se sont ensuite déplacées dans des directions différentes. Elles ont ainsi découvert que l'héliosphère, cette bulle de vent solaire, n'était pas parfaitement ronde mais ressemblait plutôt à un œuf. Le 25 août 2012, Voyager 1 est devenu le premier objet fabriqué par l'homme à entrer dans l'espace interstellaire. C'est aussi l'objet artificiel envoyé le plus loin de toute l'histoire de l'humanité. Le 5 novembre 2018, Voyager 2 a également quitté le système solaire, poursuivant également son voyage dans l'espace lointain. Les 2 sondes voyagent maintenant depuis 44 ans. Voyager 1 a parcouru 153 fois la distance Terre-Soleil en filant à plus de 60 000 km/h. Dans environ 300 ans, les sondes atteindront le nuage de Oort. Il s'agit d'une région hypothétique entourant le système solaire où il n'y a que des astéroïdes et des blocs de glace. Les scientifiques pensent que les sondes pourraient atteindre les étoiles les plus proches dans les 40 000 prochaines années. Peut-être qu'un jour elles exploreront des mondes inconnus. Elles pourraient découvrir des planètes ressemblant à la nôtre. Elles pourraient même rencontrer une civilisation intelligente. C'est pour cela que chaque sonde transporte un disque d'or sur lequel figure un message contenant 115 images, dont nos systèmes numériques, une carte du système solaire, des images de ces planètes, des diagrammes de l'ADN humain, des portraits d'humains, des paysages terrestres, des salutations traduites dans 55 langues de la Terre, y compris les plus anciennes et les plus récentes, et également 90 minutes de musique provenant de différents endroits de notre planète. Les sondes Voyager transportent aussi un dispositif permettant de lire ces sons. Si une autre civilisation reçoit cet enregistrement, ces scientifiques pourront alors le décoder et ils pourraient décider de nous rendre visite. Ils devraient cependant répéter le voyage inverse de Voyager, soit des dizaines d'années-lumière à travers l'espace intersidéral, entrer dans notre système solaire et enfin survoler Neptune, Uranus, Saturne, Jupiter, Mars et la ceinture d'astéroïdes en direction de notre petite planète bleue. Nous pouvons seulement espérer que notre civilisation sera alors assez développée pour les accueillir. Des milliers d'étranges vaisseaux spatiaux pénètrent dans l'espace aérien de la Terre. Ils descendent sur notre planète et traversent les villes, plongeant le monde dans un chaos total. Soudain, la porte du plus grand vaisseau s'ouvre et une étrange créature en sort. Elle essaie d'imiter notre langue et dit qu'ils viennent d'une étoile lointaine, Proxima Centauri. Une telle chose pourrait se produire car des scientifiques ont récemment capté un étrange signal radio en provenance de cette étoile. Proxima Centauri est l'étoile la plus proche de notre système solaire. Elle se trouve à seulement 4,2 années-lumière. Cela signifie qu'un rayon de lumière qui part de cette étoile atteint la Terre en 4,2 ans. Cela correspond aussi à 270 000 fois la distance entre la Terre et le Soleil. L'étoile Proxima Centauri elle-même est trop pâle pour que nous puissions la voir à l'œil nu dans le ciel nocturne. Mais son système cache un petit secret. Envolons-nous vers elle et regardons tout ça de plus près. Voici donc cette naine rouge. Elle est 7 fois plus petite que notre Soleil et 8 fois plus légère. Proxima Centauri est 1,5 fois plus grande que Jupiter et presque 150 fois plus lourde. Mais ce que nous cherchons est un peu plus loin. C'est Proxima Centauri b.
Une planète semblable à la Terre. Elle n'est que 10% plus grande que la Terre et se trouve dans la zone habitable de l'étoile. C'est la distance parfaite, ni trop loin, ni trop près. La température n'y est donc ni trop élevée, ni trop basse. L'eau, si elle existe sur cette planète, peut être à l'état liquide. Et il se peut donc que la vie y soit apparue et y ait évolué. Elle est peut-être même assez développée pour nous avoir envoyé le signal que nous avons reçu. Un signal radio, ce sont essentiellement des ondes. Elles ont une certaine fréquence et une certaine longueur. Et on peut toujours distinguer un signal artificiel d'un signal généré naturellement. Le signal que nous avons capté de Proxima Centauri B avait une fréquence de 982 MHz. La radio ordinaire que nous écoutons dans notre cuisine ou dans notre voiture capte des signaux d'environ 100 MHz. C'est pourquoi les scientifiques ont conclu que ce signal avait été créé artificiellement. De tels signaux pourraient être un moyen de communication entre les mondes développés. Et s'il s'agit vraiment d'un message d'une civilisation extraterrestre, nous devrions être capables de le décoder. Pour cela, toute civilisation doit utiliser la méthode de cryptage la plus simple. Par exemple, la Terre a déjà envoyé un signal radio dans l'espace. Il s'agissait du message d'Arecibo. Ce message est composé de 1779 bits. C'est un rectangle de 23 carrés sur 73 qui contient des informations sur notre civilisation chiffrées à l'aide d'un code binaire. En haut du rectangle, il y a le système de numération que nous utilisons. Ils sont inscrits en blanc. Cette chose violette est la clé pour lire la partie suivante du message. Les numéros atomiques des éléments comme l'hydrogène, le carbone, l'azote, l'oxygène et le phosphore sont codés dans cette clé. Ce sont les éléments clés qui peuvent donner naissance à la vie. Si ceux qui reçoivent ce signal peuvent donner un sens au numéro et à la clé, ils peuvent lire la partie suivante du message. Ces choses vertes sont les éléments constitutifs de notre chaîne d'ADN. Et tout en bas, voici la chaîne d'ADN elle-même. Le rectangle blanc indique le nombre de paires de ces blocs de construction, et les hélices bleues montrent la forme d'une chaîne d'ADN. Ensuite, nous voyons la silhouette humaine elle-même. L'objet blanc et bleu à sa gauche est un nombre codé indiquant notre taille moyenne. L'humain est dessiné ici au-dessous de la chaîne d'ADN pour que la civilisation extraterrestre puisse comprendre à quoi nous ressemblons. Et le rectangle blanc à droite du dessin de l'humain indique la population de la Terre au moment du message. Elle était de 4,2 milliards en 1974, soit presque la moitié de la population actuelle. La partie suivante est un dessin de notre système solaire. Le grand carré jaune est le Soleil. Viennent ensuite toutes les planètes de notre système, y compris Pluton. À l'époque, elle était considérée comme une planète. La Terre est un peu décalée vers le haut pour que la civilisation extraterrestre puisse comprendre d'où vient ce message. Et le dernier dessin représente l'observatoire d'où ce message a été envoyé. Ce signal est maintenant en route vers l'amas d'étoiles M13 à 25 000 années-lumière de la Terre. Il n'arrivera donc pas avant 25 000 ans. Et il nous faudra 25 000 ans de plus avant d'obtenir une réponse, s'il y a vraiment quelqu'un de l'autre côté qui peut recevoir le signal. Si le signal de Proxima Centauri est lui aussi un message, nous aurons besoin de temps pour le décoder. Alors, allumons notre machine à calculer super puissante et attendons le résultat. Mais ce n'est pas le premier signal mystérieux que nous captons sur Terre. Des scientifiques ont enregistré un signal inhabituel appelé WOW en 1977. Ils ont supposé qu'il provenait de la constellation du Sagittaire. Le télescope a capté ce signal pendant une durée impressionnante de 72 secondes. Plus tard, l'un des scientifiques a conclu que le signal était artificiel. Il a écrit « Wow » sur la page d'impression, tout simplement sa réaction. Les observations et études suivantes ne nous ont pas permis de capter à nouveau ce signal. Selon certaines théories, il provenait d'un vaisseau spatial qui passait par là. Et comme il était reparti, nous ne pouvions plus détecter son signal. Mais le plus probable est qu'il ait été créé sur Terre. Dirigé vers le haut, il se serait réfléchi sur un objet à haute altitude, par exemple sur un avion, un satellite, ou sur des débris spatiaux en orbite autour de notre planète. Ensuite, il aurait été capté par le télescope. Et comme il avait été créé par l'homme, toutes ses caractéristiques, comme sa longueur d'onde et sa fréquence, ont pu dérouter les scientifiques. En 2017, des scientifiques ont enregistré une éruption sur Proxima Centauri. La luminosité de l'étoile a été multipliée par 1000 en seulement 10 secondes. Avant cela, il y avait eu une autre éruption, plus faible, mais qui a duré environ 2 minutes. Avec ces éruptions, Proxima Centauri a émis d'énormes quantités de radiation. S'il y avait de la vie sur la planète proche de l'étoile, ces éruptions l'auront probablement détruite. Les vents stellaires auront simplement anéanti l'atmosphère de la planète et rendu sa surface impropre à la vie. Dans l'ensemble, la planète Proxima Centauri B reçoit 60 fois plus de rayonnement à haute énergie et 400 fois plus de rayons X que la Terre.
Les scientifiques ont conclu qu'il n'y a qu'une chance sur 100 millions qu'il y ait de la vie sur cette planète. Et même si nous ne savons pas encore avec certitude si le signal était artificiel ou naturel, le scénario d'un groupe de vaisseaux spatiaux débarquant soudain sur Terre est très probablement impossible. Notre seule méthode pour rechercher des civilisations extraterrestres est d'utiliser les ondes radio. Elles sont comme un bruit fort qui part de notre planète dans différentes directions à la vitesse de la lumière. Le principal problème ici, ce sont les distances gigantesques. Notre galaxie, la Voie lactée, a un diamètre de 100 000 années-lumière. Suppose qu'il y ait de la vie à l'autre bout. Si nous leur envoyons un signal radio, il n'atteindra pas la planète avant 100 000 ans et nous ne recevrons pas de réponse avant 200 000 ans. Ce serait la même chose si quelqu'un voulait un jour nous contacter. Nous n'avons pas appris à créer et à recevoir des signaux radio avant le 19e siècle. Si une civilisation est apparue en même temps que nous, quelque part dans la Voie lactée, et qu'elle a inventé la radio, nous ne recevrons pas son signal avant plusieurs millénaires. De plus, le bruit radio de notre planète commence à s'estomper. Nous utilisons le Bluetooth, la fibre optique, la télévision par câble. Dans environ 100 ans, nous ne serons plus audibles pour les autres mondes. Ou pire encore, imagine qu'il y ait eu quelque part une civilisation qui envoyait des signaux dans l'espace. Les signaux atteignaient notre planète, mais nous n'avions pas encore la technologie pour les capter. Puis, ce monde émetteur a évolué et son signal s'est éteint. Nous aurions pu capter des restes d'ondes radio à la dérive dans l'univers, mais nous avons installé nos antennes trop tard. Il y a environ 2000 milliards de galaxies dans l'univers. Chacune d'entre elles contient des milliers de milliards d'étoiles semblables à notre Soleil. Il y a peut-être une planète près de l'une d'elles qui ressemble à la nôtre. La vie pourrait y être apparue. Cette civilisation lointaine, tout comme nous, regarde dans ses télescopes et espère capter un jour le signal radio d'une planète inconnue. Des sons étranges et inhabituels sortis de nulle part se répandent dans toute notre galaxie, se répétant constamment, et nous n'avons jamais rien entendu de tel auparavant. Les scientifiques l'ont découvert en 2020 et cela ne ressemblait à aucune des autres signatures énergétiques qu'ils avaient déjà étudiées. Des signaux radio clairs et puissants se produisent de temps à autre et disparaissent mystérieusement en l'espace d'une journée. Cela ne correspond au profil d'aucun corps spatial que nous connaissions. Le signal est un peu irritant et il disparaît de façon aléatoire. Lorsque les scientifiques ont essayé de faire correspondre le signal avec les observations d'autres télescopes, il avait disparu. Les étoiles de faible masse émettent parfois des ondes radio, mais pas ici car leur équivalence s'exprime surtout en rayons X. Les étoiles effondrées très denses comme les pulsars et les magnétars ne constituent pas non plus une explication possible. La solution la plus proche qu'ils aient trouvée est une classe mystérieuse d'objets que nous connaissons sous le nom de source radio du centre galactique, GCRT. Il s'agit d'une source radio qui brille et s'illumine rapidement. Elle se désintègre près du centre de notre galaxie et pourrait nous aider à percer les mystères de l'univers. Si tu avais une voiture volante capable d'accélérer à la vitesse de 95 km/h, tu n'aurais besoin que d'1 heure pour aller dans l'espace. La Lune est un peu plus loin, 400 000 km, soit environ 10 fois la circonférence de notre planète. Cela signifie qu'un voyage sur la Lune reviendrait à faire le tour du globe 10 fois de suite, ce qui prendrait moins de 6 mois. Un voyage vers Pluton prendrait plus de 800 ans. Proxima b est la voisine semblable à la Terre la plus proche que nous ayons. C'est un petit monde rocheux qui tourne autour de l'étoile voisine la plus proche de notre Soleil. Elle tourne autour de la zone habitable de son astre, une zone suffisamment éloignée de toute autre étoile pour que les conditions y soient modérées. Ni trop froide, ni trop chaude, et pour que l'eau liquide puisse exister, du moins hypothétiquement. Si tu essayais de te rendre sur Proxima b à une vitesse de 40 200 km/h, ce qui est la vitesse des fusées lunaires Apollo, il te faudrait plus de 112 000 ans pour y arriver, et tu ne pourras peut-être pas respirer là-bas. Personne ne sait si Proxima b possède une atmosphère. Les humains explorent l'univers en permanence, mais nous ne pouvons voir qu'environ 5% de la matière qui s'y trouve, et Albert Einstein a été le premier à réaliser que l'espace vide n'est pas vraiment vide. Tout ce que nous ne pouvons pas voir est en fait composé de matière invisible, aussi appelée matière noire, combinée à une chose appelée énergie noire. Si tu essayais de verser de l'eau dans l'espace, en dehors d'un vaisseau spatial bien sûr, elle se mettrait immédiatement à bouillir ou à s'évaporer. C'est parce qu'il n'y a pas d'air ni de pression atmosphérique dans l'espace. Lorsque la pression de l'air diminue, la température à laquelle tu dois normalement faire bouillir l'eau diminue également.
Cela signifie que l'eau bout beaucoup plus vite au sommet d'une montagne qu'au niveau de la mer, par exemple. Il n'y a pas de pression atmosphérique dans l'espace. L'eau pourrait donc bouillir à une température très basse. Les scientifiques pensent qu'il y a au moins 2 milliards de galaxies dans l'espace. Nous ne connaissons pas le nombre réel et nous ne le connaîtrons probablement jamais, mais ils ont essayé de le calculer par extrapolation en comptant le nombre de galaxies que nous pouvons voir dans une zone assez petite et restreinte du ciel. On pourrait croire que l'univers est parsemé d'étoiles et de quelques planètes ici et là, mais notre galaxie natale compte au moins 100 milliards de planètes. Si tu remplis un ballon d'hélium et que tu le lâches, tu remarqueras qu'il volera très haut. Il montera dans l'atmosphère, mais n'ira pas dans l'espace. Plus il monte, plus l'air de notre atmosphère se raréfie. Ton ballon s'élèvera jusqu'au point où l'atmosphère qui l'entoure a le même poids que l'hélium qu'il contient. Cela se produira à une hauteur d'environ 32 km au-dessus de la surface terrestre. C'est donc l'altitude maximum qu'un ballon à l'hélium puisse atteindre. Nous ne savons pas vraiment quelle est la taille de l'univers, nous ne pouvons pas voir ses bords et nous ne savons même pas s'il a un bord. La technologie actuelle nous permet de voir à une distance d'environ 14 milliards d'années-lumière de notre planète. Cela signifie que nous pouvons voir environ 28 milliards d'années-lumière de diamètre, en commençant par la couche la plus externe de notre atmosphère, qui se termine à environ 960 km au-dessus de la surface de notre planète. Quoi qu'il en soit, la taille de l'univers change constamment et s'agrandit avec le temps. Mercure est la planète la plus proche du Soleil, si bien que la plupart des gens pensent que c'est aussi la planète la plus chaude. Pourtant, c'est Vénus qui détient ce titre. C'est la deuxième planète la plus proche de notre étoile centrale, environ 30 millions de kilomètres plus loin du Soleil que Mercure. Mais Mercure n'a pas d'atmosphère. Or, cette dernière agit comme une sorte de couverture chauffante qui aide à maintenir la chaleur provenant du Soleil. Vénus a une atmosphère étonnamment épaisse, environ 100 fois plus épaisse que celle de la Terre. Son atmosphère ne laisse pas sortir la chaleur, elle la conserve et rend Vénus de plus en plus chaude. De plus, elle est principalement composée de dioxyde de carbone, qui laisse librement entrer l'énergie solaire. Mais il est moins transparent et perd donc moins les radiations à grande longueur d'onde émises par la surface chaude. La température moyenne y est d'environ 468 degrés Celsius, ce qui est assez chaud pour faire fondre l'étain. La température maximale sur sa voisine Mercure est de 427 degrés Celsius. Dans environ 2 milliards d'années ou plus, il fera bien trop chaud pour que la vie puisse exister sur notre précieuse planète. Au fil des centaines de millions d'années à venir, notre Soleil continuera à être de plus en plus chaud et brillant. Finalement, les températures seront si élevées que nos vastes océans seront évaporés. Comme ils produisent 70% de l'oxygène dont nous avons besoin pour survivre, il n'y aura pas de vie sans eux. Tout cela signifie que notre planète deviendra tout simplement un vaste désert, un peu comme les Mars aujourd'hui. Pluton, anciennement considéré comme une planète très éloignée et aujourd'hui requalifiée de planète naine, a un plus petit diamètre que la largeur des États-Unis. La plus grande distance du Maine à la Californie du Nord est d'environ 4700 km, alors que le diamètre de Pluton n'est que de 2371 km. Pluton est très loin, mais le bord de notre système solaire est 1000 fois plus éloigné que cette planète naine. Et les astronomes ont trouvé de nombreux objets spatiaux en orbite autour de notre Soleil, bien plus loin que Pluton, tels que les objets de la ceinture de Kuiper et les objets transneptuniens. Il y a aussi le nuage de comète d'Oort qui se trouve à une demi-année-lumière de Pluton, également 1000 fois plus loin. Une étoile à neutrons est vraiment très lourde. Une cuillère à café remplie du matériau de cette étoile pèserait 6 milliards de tonnes. Les étoiles à neutrons sont issues d'énormes étoiles qui n'ont plus de carburant. L'étoile en déclin explose et son noyau se désagrège, mais à cause de la gravité, il forme une étoile à neutrons extrêmement dense. Ces étoiles ont généralement une masse allant jusqu'à 3 soleils, mais leur rayon est d'environ 10 km, ce qui en fait l'un des objets les plus denses de notre univers, du moins à notre connaissance. L'univers a une couleur et il s'agit d'une sorte de beige ou latte cosmique. Il a aussi sa propre odeur qui rappelle le steak grillé ou le métal chaud. Du moins, c'est ce qu'ont dit les astronautes qui ont flotté dans l'espace. Si tu veux construire une combinaison spatiale, prépare-toi à travailler très dur. Il faut 5000 heures pour en fabriquer une, et elle te coûtera $1 million. Une très bonne combinaison aura 11 couches de matériaux et pèsera environ 50 kg. Et il faut qu'elle soit confortable. Tu auras besoin de plus d'espace à l'intérieur, car tu grandis de 5 cm dans l'espace.
Quand tu flottes dans l'espace, la gravité de la Terre n'a pas d'impact sur toi. C'est pourquoi les vertèbres de ta colonne vertébrale peuvent se dilater et se détendre un peu. Ce qui signifie que tu seras peut-être 3% plus grand. Pour une personne d'1,80 m, cela représente environ 5 cm supplémentaires. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas permanent. Dès que tu redescendras sur Terre, tu retrouveras ta taille normale en quelques mois. L'espace n'est pas la meilleure option si tu veux avoir une conversation avec ton ami, car là-haut, le son ne se déplace pas du tout. Les molécules y sont si éloignées les unes des autres que les vibrations sonores ne peuvent pas les atteindre. Ce qui signifie qu'elles ne peuvent pas vibrer et donc que nous ne pouvons pas les entendre. Les films ont donc raison à ce sujet. Personne ne pourrait entendre crier dans l'espace. Nous vivons en quelque sorte à l'intérieur de notre Soleil. Le Soleil n'est pas seulement cette grosse boule de feu située à 150 millions de kilomètres de nous. Son atmosphère extérieure est bien plus grande. Elle s'étend bien au-delà de la surface que nous pouvons voir. L'orbite de notre planète traverse son atmosphère ténue. Les rafales de vent solaire qui créent les aurores australes et boréales en sont d'ailleurs la preuve. Cela signifie que d'une certaine manière, nous vivons à l'intérieur du Soleil. Et pas seulement nous, mais d'autres planètes aussi, y compris la lointaine Neptune. L'héliosphère, qui est ce que nous appelons l'atmosphère solaire externe, s'étend sur environ 16 milliards de kilomètres. Nous sommes en septembre 1977. Tu joues sur l'une des premières consoles de jeux vidéo sorties en Amérique du Nord. Tu sors et tu vois tout le voisinage qui attend le lancement de Voyager 1. C'est une journée très ensoleillée, alors tu plisses un peu les yeux pour essayer de discerner ce qui se passe. Tu vis dans le quartier juste à côté de la station de lancement. Tu t'achètes à manger et tu regardes le Voyager décoller dans l'espace. Tu es tellement impressionné que tu décides de faire carrière à la NASA. 35 ans plus tard, tu es maintenant un haut fonctionnaire de la NASA, spécialisé dans la sonde Voyager 1. Nous sommes en 2012 et tu es assis dans la salle de contrôle avec tes collègues. Tout le monde regarde fixement son écran d'ordinateur en travaillant sur la sonde. Tu es assis en haut, surveillant tout et t'assurant que les systèmes sont en ordre. Ce jour est spécial car Voyager 1 est sur le point de sortir de l'héliosphère, qui est un mot scientifique pour désigner l'enveloppe extérieure de notre système solaire. C'est une bulle d'espace affectée par le vent solaire qui provient de notre astre. En 2021, la sonde s'est éloignée de 22,5 milliards de kilomètres de la Terre, ce qui équivaut à 153 unités astronomiques. Une unité astronomique est la distance entre le Soleil et la Terre. À l'origine, l'engin devait passer par Uranus, Saturne et Jupiter, et se projeter d'une planète à l'autre grâce à leur force gravitationnelle. Tout le monde attend impatiemment qu'ils sortent de l'héliosphère. 3, 2, 1, et il est officiellement sorti. Tous les systèmes fonctionnent correctement. Tu félicites ton équipe d'avoir fait un excellent travail. Avec Voyager 1 qui est allé si loin, il y a encore des tonnes d'endroits à explorer dans l'espace. Tu étais autrefois un jeune adulte qui regardait le lancement du vaisseau à l'extérieur de ton quartier et maintenant, tu es le principal responsable des opérations. 9 ans plus tard. Depuis que Voyager 1 a quitté l'héliosphère, tu le surveilles de temps en temps pour t'assurer que tous les systèmes et fonctions soient en ordre. Il a renvoyé des mesures du milieu interstellaire. Il s'agit de la zone située entre les étoiles de notre galaxie, composée de matériaux ionisés, c'est-à-dire plus simplement de molécules ou de substances. Le milieu interstellaire est un état de plasma chargé électriquement, ou plasma ionisé, et il est très instable. C'est comme passer d'un orage fort à une petite pluie calme en quelques secondes. Le plasma là-haut est différent du plasma sur Terre, dans le sens où il est difficile à filtrer. Il y a environ 1 atome par centimètre cube dans le milieu interstellaire. L'air que nous respirons sur Terre contient des milliards d'atomes. En mesurant le plasma dans le milieu interstellaire, nous pouvons mieux comprendre le comportement et la structure des produits chimiques et des gaz. Il est possible que l'oxygène que nous respirons sur Terre soit différent de celui de l'espace interstellaire. L'une de tes principales tâches est d'en apprendre davantage sur la façon dont le vent solaire et le milieu interstellaire interagissent entre eux pour créer l'héliosphère. Après avoir effectué des vérifications de routine et d'autres travaux d'entretien sur Voyager 1 depuis la salle de contrôle, tu remarques quelque chose d'étrange à l'écran. Tu es assis devant l'ordinateur,
Tu tritures les chiffres des vibrations du plasma et tu les convertis en un fichier audio d'environ 3 kHz. Tu cliques dessus et tu écoutes un bourdonnement subtil et étrange. Ton équipe et toi êtes surpris que ces vibrations se soient produites à une si petite fréquence. Étant donné que l'espace est massif, cela pourrait signifier la présence de vie sur d'autres planètes. Tous les autres membres de la station se précipitent dans la salle de contrôle pour écouter ce son venu de l'espace. Il est monotone et faible, mais il provient sans aucun doute de l'extérieur de l'héliosphère. Tu vérifies les chiffres encore et encore pour t'assurer qu'il ne s'agisse pas d'une coïncidence. Mais c'est bien réel. Tu t'assures que ton équipe ne révèle rien à personne de l'extérieur avant que tout ne soit clairement déterminé. Tu passes en mode bourreau de travail et tu essaies de capter le son à nouveau. Et il est encore là. Tu n'arrives pas à dormir car tu réfléchis à ce qui pourrait produire ce bourdonnement. Quelques jours passent et le son est assez constant. S'il y avait une vie là-bas qui essayait de communiquer avec toi, alors elle aurait sûrement dit quelque chose qui puisse être déchiffré. Tu analyses à nouveau les fichiers audio en essayant de voir s'il s'agit d'une langue phonétique que tu ne connais pas. Tu fais appel à une linguiste pour voir si elle peut en tirer quelque chose. Ton équipe et toi vous rassemblez autour d'elle, attendant impatiemment des réponses. Au bout d'un moment, elle pense qu'il y a peut-être quelqu'un là-bas qui communique avec nous. Mais la seule façon de le savoir est de leur renvoyer quelque chose. Tu organises une réunion avec ton équipe et tu essaies de trouver quel message vous pourriez envoyer. Après avoir beaucoup réfléchi et bu beaucoup de café, tu décides de leur envoyer la phrase suivante « Qui êtes-vous » Tu envoies le signal par l'intermédiaire de Voyager 1 et tu attends tout changement dans le bourdonnement. Mais tu ne reçois rien dans l'immédiat. Cela peut prendre un certain temps avant d'avoir une réponse. Tu attends toute la nuit et toujours rien. Tu commences à croire qu'il n'y a rien là-bas. Pendant les 2 jours suivants, tu continues d'envoyer des phrases à la recherche d'une réaction à capter. Comme l'espace est un vide, les ondes sonores ne peuvent pas s'y déplacer. Donc envoyer des messages vocaux sur un haut-parleur géant ne fonctionnerait pas. Tu localises la source du bourdonnement et la vises quand tu envoies le fichier audio. Chaque jour, tu envoies quelque chose de différent. Malgré tout, tu n'as aucune nouvelle d'eux pendant une semaine. Il semble que la vie intelligente dans un monde lointain ne soit pas réelle. Les zones situées entre les systèmes stellaires d'une galaxie ne sont pas nécessairement un vide complet. C'est là que se trouve le milieu interstellaire. Il contient des gaz, de la poussière et des rayons cosmiques qui sont des particules d'énergie. Après de nombreux mois d'enregistrement de ce bourdonnement constant, tu essaies toujours de comprendre ce qui se passe. Tu es assis là, te rappelant le moment où la sonde Voyager a été lancée pour la première fois. Tu te souviens avoir couru dehors après avoir joué à tes jeux vidéo. Tu ne pouvais pas voir correctement à cause du soleil et... Tu te fiches sur place et tu as un éclair de génie. Tu consultes tes notes prises dans le passé. La réponse était sous tes yeux pendant tout ce temps. De temps en temps, le soleil envoie une explosion d'énergie qui fait vibrer le plasma de l'espace interstellaire. Les scientifiques peuvent mesurer la fréquence des ondes lorsque le plasma vibre pour montrer à quel point elles sont proches les unes des autres. Et le jour où le bourdonnement a été émis, il y avait des fréquences irrégulières provenant du soleil. Donc ce bourdonnement pourrait être le plasma vibrant de façon bizarre à cause des éruptions solaires. Mais ces vibrations à basse fréquence durent plus longtemps que ces sauts et ces pics rapides. Elles sont aussi plus faibles. Tu refais les tests et tu découvres que ce ne sont pas des formes de vie intelligentes qui essaient de te parler. Ce sont les petites vibrations causées par les éruptions solaires. Tu informes ton équipe de cette percée et tout le monde fait la fête. Mais après tous ces tests et toutes ces recherches, tu ne sais toujours pas pourquoi le plasma du milieu interstellaire vibre de cette façon. Ces réponses devront attendre. 2027. Cela fait 50 ans que Voyager 1 a été lancé. Tu as maintenant un âge avancé et tu viens de prendre ta retraite de la NASA. Tu as créé de nombreuses bourses d'études à ton nom et des programmes pour les jeunes qui veulent en savoir plus sur l'espace et la science. Tu retournes une fois de plus dans la salle de contrôle où tu pensais avoir découvert une vie intelligente sur un monde lointain. Puis tu te souviens de tous les bons moments que tu as passés. Tu dis au revoir à tout cela en sachant que ce sont les derniers moments de Voyager. La sonde a été conçue pour durer jusqu'à 50 ans. Après cela, elle ne sera plus qu'un objet flottant dans l'immensité de l'espace. C'est déjà surprenant de savoir que c'est l'objet humain le plus éloigné de nous sur Terre. Mais il est temps de laisser d'autres personnes prendre ta place. Tu éteins les lumières et tu fermes la porte. La sonde Voyager émet un dernier bip avant le silence éternel.
Hé, réveille-toi! Vite, écoute ça! C'est un signal FM de 5 secondes provenant des lunes de Jupiter. Tu cherches à tâtons ton téléphone et tu informes tes collègues. Ils s'affolent de la nouvelle et se précipitent au laboratoire. Tu es un scientifique qui travaille avec la sonde Juno, chargé d'explorer Jupiter depuis des années. Mais c'est la première fois que tu es témoin de quelque chose d'aussi inhabituel. Ganymède est la plus grande lune de Jupiter et aussi la plus grande de notre système solaire. Si ce corps spatial n'était pas en orbite autour de Jupiter, il serait classé comme une planète. Elle est même plus grande que Mercure et Pluton. Ce qui distingue cette lune des autres est le fait qu'elle possède son propre champ magnétique. Elle est née il y a environ 4,5 milliards d'années, ce qui signifie qu'elle est aussi vieille que Jupiter elle-même. Ce corps spatial de la taille d'une planète met 7 jours terrestres pour tourner autour de sa propre planète. Tout le monde se rassemble au laboratoire, attendant impatiemment que tu passes l'enregistrement du signal venant de l'espace. Tes collègues se mettent au travail, essayant de trouver la source de ce son mystérieux. Environ 40% de la surface de Ganymède est sombre, avec des cratères éparpillés un peu partout, et 60% est de couleur claire. On y trouve des formations qui ont probablement été causées par une activité tectonique ou par la libération d'eau sous la surface. Les scientifiques ont réussi à découvrir une fine couche d'oxygène piégée dans l'atmosphère de cette lune. Les températures y sont extrêmement basses, entre moins 110 degrés et moins 130 degrés. On n'a pas beaucoup d'informations sur le comportement de la Lune ou sur les éléments chimiques qu'elle recèle. Certains de tes collègues essaient de recréer les mêmes conditions que celles qui existaient lorsque le son a été transmis. Pendant des heures, ils restent assis à attendre, mais rien. C'était peut-être un coup de chance. Tu arrives au poste de contrôle et tu actives la sonde spatiale Juno. Les objectifs principaux de cette mission sont d'observer la gravité de Jupiter, les champs magnétiques, l'atmosphère et l'évolution de la planète. D'ailleurs, nous avons aussi des preuves que la plus grande lune de Jupiter évolue. Comme elle est entourée d'un champ magnétique, des aurores boréales y apparaissent en permanence. Ce sont des gaz incandescents qui encerclent les pôles nord et sud de la Lune. Si la vie existait dans un tel endroit, elle se développerait probablement au fond de l'océan très salé de Ganymède. Pendant longtemps, les scientifiques ont pensé que le Soleil était un élément crucial pour créer la vie. Mais aujourd'hui, nous savons que certains organismes vivent au fond des océans. Ceux-ci se débrouillent très bien sans lumière du soleil. Les océans de notre planète regorgent de créatures parmi les plus bizarres, de toutes formes et de toutes tailles. Les lises de mer vivent à quelques 3000 mètres sous l'eau. Ils ont reçu ce nom parce qu'ils ressemblent à des fleurs. Sauf que ce ne sont pas des plantes, mais des animaux. Ne te laisse pas tromper par leurs tiges et leurs feuilles. Ce sont des parties de leur corps équipées de terminaisons nerveuses afin de détecter la nourriture autour d'eux. Les requins lutins font probablement partie des requins les plus étranges vivant au fond de l'océan. Ils peuvent atteindre 3,50 m de long et ont un museau très inhabituel. Maintenant, regarde la baudroie. Elle a une boule bioluminescente sur la tête pour attirer ses proies et se diriger dans les sombres fonds marins. C'est une lampe de poche naturelle qui n'a jamais besoin de nouvelles piles. Mais seules les femelles en sont dotées. Le blobfish est un autre animal bizarre vivant au fond de l'océan. Il peuple les océans Atlantique, Pacifique et Indien à 2700 mètres de profondeur. Quoi qu'il en soit, même si tu as demandé à tout le monde de garder la nouvelle confidentielle, elle transpire dans les médias d'une façon ou d'une autre et devient un nouveau sujet brûlant. Tu reçois un appel d'une agence de presse. Ils veulent t'interviewer sur cette découverte qui pourrait prouver que la vie existe dans l'espace. Le lendemain, tu te rends à la chaîne d'information pour parler de ta découverte. Tu as tout un public en direct dans le studio qui observe chacun de tes mouvements, même lorsque tu tends la main pour attraper ton verre d'eau. L'équipe se précipite pour faire quelques vérifications de dernière minute avant que tu ne sois en direct à l'antenne. La maquilleuse fait quelques dernières retouches, l'ingénieur du son te demande de tester ton micro une fois de plus. Plusieurs des producteurs sont assis sur les sièges de devant. Des lumières vives inondent le studio. Le compte à rebours est lancé. 3, 2, 1 et... On te présente et l'animateur te demande d'expliquer ce que tu as entendu. Tu leur parles de la sonde spatiale Juno qui orbite autour de Jupiter. Après quelques questions, l'animateur aborde enfin la plus redoutée de toutes. Le son mystérieux pourrait-il provenir d'une autre civilisation? Tout le monde retient son souffle, attendant que tu répondes. Tu te figes, ne sachant pas quoi dire. Même si la pression au fond de l'océan est 1000 fois plus forte qu'à sa surface, la vie parvient à s'y développer. Les algues, qui sont considérées comme un mets délicat dans le monde océanique, ne sont pas comprises dans le menu pour les créatures des profondeurs en raison du manque de lumière solaire. Beaucoup de ces habitants des fonds marins doivent se contenter des restes qui descendent des couches supérieures de l'océan.
les températures glaciales et la pression intense ont modifié les cellules de ces créatures. Elles sont devenues plus résistantes que celles du poisson standard. Les bactéries ont développé leurs propres moyens de survie. Des études montrent qu'elles se nourrissent de certains gaz et produits chimiques comme le soufre et le dioxyde de carbone. Du méthane et de l'hydrogène sont libérés lorsque les plaques tectoniques se déplacent les unes contre les autres. Et certaines de ces bactéries se nourrissent aussi de ces gaz. Les tardigrades, également connus sous le nom d'oursons d'eau, sont des créatures microscopiques qui peuvent vivre et prospérer dans des conditions extrêmes. On peut en trouver dans les volcans, les glaciers et même dans le vide de l'espace. Ce qui signifie que certaines formes de vie pourraient bien exister sur Ganymède. Tu expliques cela à ton public. Puis, tu mentionnes que tu n'as pas assez d'informations pour déterminer si c'est une autre civilisation ou un phénomène naturel qui a produit ce son. Cela ne veut pas dire que le fond des océans glacés de Ganymède ne regorge pas de ses propres créatures bizarres et étranges. On y trouve peut-être des bêtes légendaires comme le kraken ou le léviathan. Ou des poissons luisants bizarres avec 2 têtes, des tentacules et une grande nageoire. Ou des crabes géants. Les bactéries qui s'y trouvent pourraient être aussi variées que les nôtres. Les plantes, si elles existent, doivent être assez fortes pour survivre aux températures négatives. Les animaux pourraient être aussi grands que nos baleines bleues ou aussi petits que le plancton. Après l'interview, tu retournes au laboratoire pour examiner les enregistrements une fois de plus. En rentrant chez toi, tu vois des affiches de toi avec des titres comme « Ne sommes-nous pas seuls ?» Tu es devenu une célébrité. De nombreux passants prennent des photos de toi, plusieurs agences t'ont contacté pour d'autres interviews. Certains magazines scientifiques veulent même te mettre en couverture en tant que personnalité de l'année. Chaque fois que tu vas au travail, tu attends que le son se produise à nouveau, mais rien. Tu envoies un signal depuis la sonde Juno pour essayer d'établir une sorte de contact avec ce qui a produit le son. Rien. Cette nuit-là, tu t'endors une fois de plus sur ton bureau. Une idée fulgurante te réveille au milieu de la nuit. Il y a peut-être quelque chose qui t'a échappé. Tu refais tes calculs et tu réalises que la réponse était sous tes yeux depuis le début. Ce n'est pas une autre civilisation qui a produit ce son, mais des électrons. Chaque planète produit son propre son. Il est créé lorsque les particules chargées du vent solaire et de la magnétosphère de la planète interagissent les unes avec les autres. C'est ce qui s'est passé sur Ganymède. Les électrons de son champ magnétique, où la sonde spatiale a capté le signal, agissaient de façon plus étrange que d'habitude. Et cela a amplifié certaines fréquences irrégulières. Tu es très embarrassé et tu passes le reste de la nuit à passer des appels et à annoncer la nouvelle à ton équipe. L'agence qui t'a interviewé publie une déclaration. Ils t'expliquent qu'en réalité, aucune civilisation extraterrestre n'est en train d'essayer de nous contacter. Tu t'assieds à ton bureau en attendant que le prochain événement important se produise. Tu t'assieds à ton bureau en attendant que le prochain événement important se produise. Europa est une autre des lunes de Jupiter qui pourrait abriter la vie. Elle est composée d'un noyau de fer, d'un manteau et d'un océan salé qui fait 2 fois le volume de tous les océans de la Terre. Et tout comme Ganymède, l'océan se trouve sous une couche d'eau glacée. Les scientifiques affirment qu'il pourrait même y avoir des volcans actifs et que des bactéries résistantes pourraient y vivre. Avec suffisamment d'eau, certains composés chimiques et une source d'énergie, Europa pourrait abriter la vie. Mais il est peu probable que nous y trouvions autre chose que de minuscules microbes.